Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue pour ce webinaire dédié donc, comme vous le savez, aux actualités réglementaires liées aux produits cosmétiques. Alors, on a beaucoup de choses à vous raconter aujourd'hui, mais avant cela, on va déjà commencer à se présenter. Donc, je m'appelle Guillaume Cousin, je suis le directeur des affaires réglementaires, nutrition et produits cosmétiques au sein du centre d'expertise dédié à ces produits. J'ai rejoint donc l'équipe du centre d'expertise au début de l'année, hein, au mois de février, puisque sinon dans ma double vie, on va dire ça comme ça, je suis fonctionnaire, puisque je suis inspecteur principal concurrence, consommation et répression des fraudes en disponibilité. Cécile, je t'en prie. Oui. Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire sur les produits cosmétiques. Donc moi, je suis consultante donc scientifique et médicale sur le pôle donc scientifique du centre d'expertise. Et enchantée, Julie Coumange. Je suis toxicologue et j'exerce principalement en cosmétique, mais aussi dans d'autres domaines de la santé. Donc, je vous parle du centre d'expertise. En fait, vous étiez peut-être habitué à entendre parler de RNI. Donc, comme vous le savez, RNI a rejoint le groupe PLG il y a maintenant un an et demi. Donc, PLG est un groupe dédié aux solutions de santé, groupe mondial, et donc qui a souhaité un peu diversifier son activité en intégrant tous les produits, on va dire, dédiés à la santé, pas seulement les produits pharmaceutiques, mais aussi, vous voyez, donc ouvrir avec des branches autour de la nutrition et des cosmétiques. Et ce qui est intéressant, c'est effectivement de pouvoir accompagner les entreprises finalement tout au long du cycle de vie des produits, hein, que ce soit très très en amont, en matière de développement, la production des produits, la mise sur le marché, l'accompagnement sur les activités post-mise sur le marché. Vous voyez tout un paramètre, tout un ensemble de paramètres que nous pouvons, sur lesquels nous pouvons vous accompagner avec un regard finalement assez large, puisque cette expertise sur les différents secteurs des produits de santé nous permet d'avoir un regard plus riche. Voilà. Donc là, on vous a mis l'ensemble des services qu'on peut être amené à vous proposer sur l'ensemble des produits cosmétiques plus spécifiquement, mais on va pas rentrer dans le détail parce qu'on a quand même beaucoup de choses à partager avec vous aujourd'hui. Donc, on va directement attaquer la présentation. Juste quelques petits rappels. Donc, c'est un webinar donc d'une heure. Finalement, c'est assez court parce qu'il y a quand même une actualité assez chargée. On va pas non plus pouvoir aborder tous les sujets. On a fait le choix d'avoir un regard un peu général sur tout ce qui se passait dans le monde des produits cosmétiques et d'avoir des focus sur des thématiques plus spécifiques. Bon, j'espère que vous y trouverez votre bonheur, mais si jamais vous avez des points sur lesquels vous étiez en attente, voilà, vous souhaitiez des compléments, voilà, n'hésitez pas à nous poser des questions. On vous rappelle également que la session est enregistrée. Voilà. Alors pour le plan de l'intervention, donc on va avoir 3 temps. Je vais commencer par vous présenter un peu justement de manière un peu globale finalement tout ce qui se passe en termes d'actualité réglementaire, et ensuite Julie abordera une partie un peu plus tox avec toutes les problématiques autour des substances et des restrictions d'emploi. Et puis Cécile terminera avec la partie relative aux allégations. Alors, pour ce qui est de l'actualité, des actualités réglementaires autour du monde des produits cosmétiques, je vais commencer un peu par parler des autorités de contrôle, hein. Ça, c'est forcément lié aussi à mon profil, j'y suis particulièrement sensible. Mais pour vous rappeler que, comme vous le savez probablement, depuis la fin de l'année 2023, il y a eu un transfert de compétences entre l'ANSM, pardon, qui avait une partie
de contrôle, partie de compétences dans le domaine des contrôles des produits, enregistrement des entreprises, contrôle des BPF, etc. et cosmétovigilance, et qui a transféré ses compétences à la DGCCRF et à l'ANSES. Donc, comme je dis, au travers d'un décret fin 2023 qui a été complété par un décret fin 2024 sur les attestations à l'export. Et ça fait suite finalement à un rapport de l'IGAS qui a été rendu en 2018 et qui montrait qu'il y avait quand même des graves défaillances en matière de cosmétovigilance parce que l'agence ne pouvait pas mettre les moyens nécessaires. Donc très concrètement, la DGCCRF qui avait déjà une, euh, une compétence sur la surveillance des produits, sécurité, conformité des produits, et puis sur les loyautés des pratiques commerciales des opérateurs, c'est-à-dire très concrètement, par exemple, la communication, les allégations que vous pouviez faire sur ces produits. Eh bien, donc, elle va continuer sur ces missions assez classiques, et elle intègre également donc des nouvelles missions donc depuis un an, tout ce qui a trait aux déclarations des établissements, qui se fait via petite démarche simplifiée qui est maintenant très très largement utilisée par les administrations de l'État. Le contrôle des BPF et puis donc depuis peu la délivrance des certificats export. Et l'ANSES, elle, s'occupe de tout ce qui est vigilance, hein, cosmétovigilance, tatou-vigilance, et puis toute une partie d'évaluation des risques liés aux substances en soutien de l'évaluation qui est réalisée au niveau européen. Euh, donc la DGCRF continue ses missions de contrôle habituelles, hein. Je vous ai mis en bas ici quelques enquêtes habituellement réalisées par la DGCRF sur ces marchés, avec de manière récurrente des enquêtes sur les allégations environnementales, euh, des enquêtes sur les CMR présents dans les produits, bon, des choses qu'on voit régulièrement. Et puis, là où je voulais un peu attirer votre attention, c'est sur cette nouvelle mission de contrôle des BPF, qui est transférée donc de la NSM à la DGCCRF et qui s'accompagne d'une couverture un peu bien plus importante, en lien notamment avec des moyens supplémentaires qui sont mis en place. À titre d'illustration, je crois que la DGCRF a contrôlé 90 entreprises l'année dernière. Donc, on a une couverture qui est bien plus importante que par le passé. Pour ce qui est des actualités en matière de composition des produits cosmétiques, bon, bah, vous le savez, quand on s'intéresse aux substances que l'on met dans les produits cosmétiques, on a un œil sur la réglementation spécifique, hein, le règlement 1223, avec ses annexes, à partir de l'annexe 2, etc. Mais on a toujours aussi un œil sur le règlement CLP, puisque on a quand même un lien direct entre ces deux textes au travers de l'article 15 du règlement sur les produits cosmétiques, qui nous rappelle que les CMR, sauf exception, les substances CMR, sont interdites dans les produits cosmétiques. Donc, ce lien direct qui est organisé par le règlement 1223 nous impose effectivement d'avoir toujours un œil sur ce qui se passe du côté du règlement CLP. Alors, il y a un processus toujours d'harmonisation des substances CMR avec une évolution du règlement sur les produits cosmétiques dans la foulée du règlement CLP. Mais malgré tout, il faut quand même rester vigilant sur ce qui se passe très très en amont sur ce règlement CLP. Alors sur le site de la Commission européenne, vous pourrez voir euh, ce lien finalement au travers des comment dire de l'adaptation des textes sur l'adaptation de progrès qui introduisent ces substances dans le règlement, les classifications dans le règlement CLP et la traduction ensuite dans le règlement sur les cosmétiques avec les règlements omnibus. Sur cette actualité-là, plus spécifiquement, bon, moi je vais rentrer dans le détail puisque c'est Julie qui vous en parlera un peu plus précisément. Mais là, vous avez toutes les informations sur le site de la Commission européenne pour ce qui est des calendriers d'application.
En termes d'actualité, ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'il y a toute une réflexion en cours sur la révision du règlement sur les produits cosmétiques. Donc, on est encore très très en amont de ce processus, hein, puisque si j'ai bien compris, donc la Commission européenne a travaillé déjà dans un premier temps pour identifier euh, des points d'amélioration, avec notamment des préoccupations assez actuelles, hein, autour des perturbateurs endocriniens, euh, du vrac, avec tout ce que ça implique en termes euh, de d'environnement, le numérique également, cette réflexion aussi également autour de la cohérence entre tous les textes réglementaires, essayer d'avoir des mesures de gestion un peu proportionnées, équivalentes entre les différents secteurs. Et donc sur tous ces aspects, elle a prévu de mettre en place une consultation publique dans le courant de l'année, et puis une consultation qu'elle appelle une targeted consultation avec prise en compte d'avis plus spécifiques, notamment auprès des organisations professionnelles, fin 2025, début 2026. Et après, elle va mouliner un peu toutes les réponses à ces questionnaires pour produire un rapport qui probablement débouchera sur un draft. Donc j'attire votre attention sur le fait que d'expérience, il vaut mieux intervenir le plus en amont possible avant que les choses ne soient écrites que espérer après au cours des négociations entre les États membres pouvoir faire évoluer le texte dans un sens ou dans un autre, hein. C'est toujours mieux d'intervenir très très en amont auprès de la personne qui tient la plume. Et on sait que c'est la Commission européenne qui va produire ce projet de règlement, donc c'est important pour vous, je pense, de participer à ces consultations. Bon, d'un point de vue plus technique, on sait que la Commission européenne travaille également sur la révision de la définition des nanos, sur les lignes directrices CMR. Et puis, il y a un autre point important en lien avec cette problématique des substances et du règlement CLP, c'est que la révision du règlement CLP a conduit à l'introduction de nouvelles classifications de dangers, avec notamment les perturbateurs endocriniens, les substances qui sont bioaccumulables, persistantes, etc. Et que alors là, on le voit pas très très bien sur un schéma qui est un peu petit, mais c'est quelque chose qui vient du webinaire de l'ECA, qui est toujours disponible en ligne, hein, si vous le cherchez, et qui montre bien que finalement ces classifications vont rentrer en vigueur très très prochainement. Ces nouvelles classifications vont rentrer en vigueur très prochainement, et donc forcément, ça aura un impact sur le marché des produits cosmétiques. Donc tout ça est gardé bien à l'œil pour la suite. De la même façon, garder en tête aussi que on a une nécessité de faire évoluer les étiquetages en lien avec ce règlement de 2023 sur les substances allergisantes, ces substances parfumantes allergisantes. Donc, il a ajouté 57 nouvelles entrées aux 24 qui préexistaient et qui, dès lors, impose un étiquetage, hein, au travers de l'article 19 du règlement 1223, un étiquetage de ces substances allergisantes. Alors, pourquoi je vous en parle là? Parce que c'est un règlement qui date de 2023. Bien, tout simplement parce que ce, ce, ce règlement de 2023 prévoyait pour certaines substances des périodes transitoires qui s'achèvent voyez, autour de juillet 2026, hein, pour la mise sur le marché. Pour ce qui est de la présence sur le marché chez les distributeurs, ça va jusqu'en 2028. Mais en tout cas, pour vous qui mettez des produits sur le marché, c'est important de garder en tête que les étiquetages vont être conformes pour ces substances-là à partir de juillet 2026. Donc, n'attendez pas le dernier moment, bien évidemment. J'attire votre attention sur le fait aussi que cet étiquetage des allergènes a posé quand même pas mal d'interrogations, hein, parce qu'on ne parle pas uniquement d'ingrédients, mais de substances présentes, y compris au sein d'ingrédients plus complexes, au sein d'impuretés, etc.
Donc la question de déclenchement de l'étiquetage était une question techniquement complexe. La question aussi de l'indication du nom de la substance simple ou du nom de catégorie en fait de l'allergène est aussi une question relativement complexe. Et là, je vous renvoie vers le guide qui a été publié par Cosmétique Europe, qui est extrêmement bien fait et très très précis. On va sortir un peu des préoccupations liées directement aux produits, composition, étiquetage pour s'intéresser maintenant à une problématique plus générale qui est celle de l'environnement, parce qu'on sait que c'est un sujet qui intéresse beaucoup les consommateurs, qui de fait intéresse beaucoup les filières professionnelles, qui est éminemment stratégique. Mais quand on parle de la prise en compte des enjeux environnementaux dans la loi, dans les réglementations, bon, je sais pas ce que ça vous fait. Moi, j'ai l'impression d'être ce petit oiseau là, perdu au milieu, parce que on nous parle de la loi GEC, de la loi climat et résilience, de la directive sur les emballages, de la directive, projet de directive sur les green claims, etc. Donc, il y a beaucoup d'informations et il y a moyen de se perdre. Alors, pourquoi on a l'impression parfois d'être un peu perdu? Bah, déjà, d'une part, parce que comme je vous le disais, on a des initiatives nationales au travers des lois, loi GEC, loi climat et résilience, et puis tous les textes pris pour leur application. On a à ça se superposent ensuite des textes européens qui vont parfois aborder les mêmes thématiques et parfois vont dépasser les thématiques abordées au niveau national. Donc cette concordance entre le droit européen et le droit national, c'est pas toujours évident. Et puis surtout parce que les textes vont toucher finalement tout le cycle de vie des produits, c'est-à-dire que certaines dispositions vont s'intéresser en amont à l'élaboration du produit, ensuite à la communication qui pourrait être faite, à la conception du produit, aux emballages, la gestion des déchets. Donc c'est quand même pas forcément évident de s'y retrouver, d'autant plus que certaines problématiques sont, comment dire, interagissent entre elles finalement. Alors on peut, par exemple, là j'ai essayé de vous donner quelques éléments, par exemple sur le sourcing, parce que jusqu'à présent c'est vrai qu'on avait beaucoup de mise en avant d'ingrédients naturels avec des préoccupations autour euh, comment dire de l'origine de ces ingrédients naturels, par exemple au travers de la réglementation sur la déforestation, mais de plus en plus l'impact sur l'environnement est pris en considération. On le voit avec les réflexions sur les PFAS, les microplastiques. Donc c'est encore une fois, c'est quelque chose qui va ne faire que croître dans le temps avec un niveau de restriction de plus en plus important. Sur les allégations, on a vu déjà une première salve avec une directive de 2024 qui a modifié les directives sur les pratiques commerciales déloyales et sur les droits des consommateurs. On a eu une première série de restrictions avec les interdictions d'allégations trop globalisantes. Ça, par exemple, la DGCRF tique sur Clean Beauty ou sur du biodégradable, des choses comme ça. Mais on sait qu'on a en ce moment une négociation en cours sur les allégations environnementales, une directive sur les allégations environnementales, ou un peu sur le même principe que pour les allégations nutritionnelles, par exemple dans les denrées alimentaires, où là on va voir un niveau d'exigence se renforcer. C'est-à-dire que jusqu'à présent, tout ce qui était lié aux allégations était souvent renvoyé vers une obligation de justification a posteriori. Vous deviez avoir des éléments justificatifs à montrer en cas de contrôle. Là, on a une précision de qu'est-ce qu'on entend par éléments justificatifs sur cette problématique des allégations environnementales. Parce que la difficulté sur ce sujet, c'est bien évidemment d'avoir un aspect du produit qui est abordé, quand à côté, par exemple, je sais pas moi, sur l'amont, on a une production qui est très génératrice de gaz à effet de serre. Ça pourrait être considéré comme trompeur pour le consommateur. Donc l'idée, c'est vraiment d'être le plus précis possible
Et puis, on ira même peut-être jusqu'à une vérification ex-ante par un tiers. Donc, une obligation de vérification, de justification préalable. Voilà. On a aussi beaucoup de choses sur les emballages et le corollaire sur les déchets, avec au niveau national, comme je vous le disais, des lois AGEC surtout, et puis également climat et résilience qui ont introduit un certain nombre de d'interdictions ou d'obligations d'information des consommateurs. Au niveau européen, de manière très récente, on a eu la directive de 2025 sur les emballages, qui a rejoint certaines préoccupations traitées dans le cadre des lois dont je parlais tout à l'heure. Et on a au niveau de la conception des produits, vous voyez aussi également un règlement qui éco-conception comment dire, définit précisément ce qu'on entend par éco-conception et qui implique toute une forme de traçabilité assez poussée sur les produits pour que ces revendications d'éco-conception puissent être vérifiées. Donc bref, c'est comme vous le voyez, c'est quand même quelque chose d'éminemment complexe. C'est pas là maintenant que je vais pouvoir détailler un peu toutes ces dispositions, mais ayez conscience que tout cela peut avoir un impact sur vos produits, sur lesquels vous souhaiteriez peut-être effectivement revendiquer des bénéfices environnementaux, puisque encore une fois, c'est tout à fait logique dans le contexte actuel de vouloir valoriser ces produits dans ce sens-là. Autre actualité, et c'est la dernière que j'aborderai, c'est le numérique qui là aussi est une préoccupation récurrente au niveau national et au niveau européen. On voit que tous les textes européens sont modifiés petit à petit pour introduire des dispositions un peu plus spécifiques. On a eu, les textes sur les services numériques et puis les marchés numériques qui ont permis de réguler un peu les relations, notamment entre les professionnels et les plateformes numériques et les fournisseurs de services numériques. Donc, ça a permis de clarifier un peu les responsabilités. On a eu au niveau national des réflexions sur l'influence commerciale avec une loi et qui est en cours de modification. Et puis, on a ce règlement sur la sécurité générale des produits qui a été publié récemment et qui, comme vous le savez finalement, s'applique aux produits cosmétiques. En fait, l'idée, c'est que les produits cosmétiques sont encadrés par leur règlement spécifique, mais dès lors qu'il n'y a pas de disposition spécifique prévue par le règlement cosmétique, le règlement relatif à la sécurité générale des produits s'applique. Il agit comme une sorte de filet de sécurité. Donc, gardez aussi un œil là-dessus, surtout qu'il y a un article du règlement qui prévoit les obligations des opérateurs économiques en cas de vente à distance, avec des obligations d'information euh, qui sont des obligations générales, et la question se pose de savoir comment on traduit cette obligation générale pour le cas spécifique des compléments, des produits cosmétiques, pardon. Donc voilà, encore une fois, un peu comme pour les préoccupations environnementales, si vous vous dites tiens, bon moi je voudrais mettre mes produits en vente en ligne, vous allez devoir vous conformer à certaines dispositions du Code de la consommation, livre 1, livre 2 avec la vente à distance, la loi sur l'économie, la confiance pour l'économie numérique de 2004 avec son article 19. Vous aurez le règlement relatif à la sécurité générale des produits qui va s'appliquer avec une application plus spécifique pour les produits cosmétiques. Donc, c'est vraiment pas évident, hein. C'est vrai que je me mets un peu à votre place. C'est loin d'être simple de se retrouver dans ce maquis réglementaire, mais c'est là où bien sûr nous pouvons vous accompagner. Voilà, moi j'en ai terminé pour cette partie, vous voyez, qui était très très riche, très très dense. Ça a été un peu rapide, hein, je suis désolé, mais c'était un peu l'objectif du webinaire, d'essayer de vous sensibiliser à tout ça. Je vais passer la parole et la petite souris à Julie pour qu'elle prenne le relais. Vas-y, je t'en prie, Julie.
Merci. Alors, la deuxième partie de ce webinaire va concerner les nouvelles restrictions pour les ingrédients et substances cosmétiques applicables en 2025 et les restrictions à venir et à anticiper. Alors, je n'ai pas le contrôle. Tu n'as pas le contrôle? Non, pardon. Et si on pouvait revenir sur les diapos précédentes, voilà. Attends, je vais essayer de recommencer. Parce que moi, ici, ça m'indique que tu peux contrôler mon écran. Ah, alors je réessaye. C'est C'est bon? bon, oui. Ok. Donc, je vous ai mis ici un calendrier global des restrictions qui entrent en vigueur ou sont déjà entrées en vigueur en 2025. Et je vous propose de commencer tout de suite avec la première, qui est applicable depuis le 1er janvier et qui concerne l'homosalate. Donc, l'homosalate, c'est un filtre UV qui était autorisé en tant que filtre UV dans les produits cosmétiques à une concentration maximale de 10%. Et récemment, compte tenu des préoccupations liées aux éventuelles propriétés perturbatrices endocriniennes de la substance, la Commission européenne a demandé au SCCS d'effectuer une évaluation de la sécurité de cette substance. Et en juin 2021, le SCCS a conclu que l'homosalate n'était pas sans danger à cette concentration. Donc, après plusieurs échanges avec différents acteurs du secteur, le SCCS a finalement rendu un avis scientifique en décembre 2021 dans lequel il a conclu que cet ingrédient pouvait être sans danger en tant que filtre UV à des concentrations allant cette fois-ci jusqu'à 7,34% lorsqu'elle était utilisée dans des produits pour le visage. Ce qui nous amène donc au règlement 2022-2195 qui va limiter l'usage de l'homosalate en tant que filtre UV aux seuls produits visage, autres que sous forme de spray et pompe spray, à une concentration maximale de 7,34%. Donc cette restriction, elle est entrée en vigueur le 1er janvier et les produits non conformes devront être retirés du marché au plus tard le 1er juillet 2025. La seconde restriction concerne le triclosan. Le triclosan est lui utilisé en tant qu'agent conservateur dans les produits cosmétiques et était autorisé jusqu'à une concentration maximale de 0,3% dans toute cette liste de produits que vous voyez ici, donc les dentifrices, savons, déodorants, poudre visage, fond de teint, les produits pour les ongles et auparavant à une concentration maximale de 0,2% dans les bains de bouche. Encore une fois, étant donné que c'est une problématique assez actuelle, compte tenu des préoccupations liées aux éventuelles propriétés PE du triclosan, la Commission a mandaté le SCCS pour qu'il effectue une évaluation de la sécurité de cette substance. Et en 2022, le comité a conclu que l'utilisation de cette substance dans les produits cosmétiques présentait un risque pour la santé des consommateurs lorsque sa concentration dépasse certains niveaux et particulièrement lorsque différents produits qui contiennent cette substance sont utilisés en combinaison ou que les produits sont utilisés par des personnes qui appartiennent à des tranches d'âge spécifiques. Donc cet avis-là, il a conduit au règlement 2024-996 qui va restreindre l'utilisation du triclosan en tant qu'agent conservateur à une concentration de 0,3% pour la liste de produits que vous voyez ici. Et en revanche, il n'est plus autorisé ni dans les bains de bouche, ni dans les dentifrices pour les enfants de moins de 3 ans. Donc cette restriction qui est applicable depuis le 1er janvier est déjà en vigueur. Et donc les produits non conformes devront être retirés du marché au plus tard le 1er novembre 2025. En bas de chaque diapositive, vous verrez les liens vers les règlements et les avis du SCCS si vous souhaitez les consulter après. Alors, toujours au 1er janvier, pour le triclocarban, nous sommes dans un cas qui est assez similaire, puisqu'il était jusqu'ici autorisé en tant qu'agent conservateur dans les produits cosmétiques à une concentration maximale de 0,2%. Mais encore une fois, compte tenu des préoccupations liées aux éventuelles propriétés PE de l'ingrédient, la Commission a demandé au SCCS d'effectuer une évaluation de la sécurité du triclocarban. Et dans ce même avis d'octobre 2022, le SCCS a conclu que le triclocarban présentait un risque pour la santé humaine lorsque sa concentration dépasse certains niveaux dans des produits cosmétiques spécifiques et lorsque les produits sont utilisés par des personnes appartenant à certaines tranches d'âge.
Donc, son utilisation en tant qu'agent conservateur est désormais limitée à une concentration donc, de 0,2%, mais n'est plus autorisée dans les bains de bouche ou dans les dentifrices pour les enfants de moins de 6 ans. Comme pour le triclosan, cette restriction est applicable depuis le 1er janvier et les produits non conformes devront être retirés au plus tard le 1er novembre. Depuis le 1er février, nous avons également l'entrée en vigueur des restrictions concernant la génistéine, d'adzéine, l'acide kojique, l'alpha-arbutine et l'arbutine. Ces substances n'étaient jusqu'ici pas réglementées par le règlement cosmétique. Mais compte tenu des préoccupations liées aux éventuelles propriétés PE des 3 premières substances, donc la génistéine, d'adzéine et l'acide kojique, la commission a mandaté le SCCS pour qu'il évalue leur sécurité. En 2022, le SCCS avait conclu que la génistéine et la dadzéine pouvaient être utilisées en toute sécurité dans les produits cosmétiques jusqu'à des concentrations maximales qui sont marquées ici, donc 0,007% et 0,02%. Et en mars 2022, le SCCS avait conclu à l'innocuité de l'acide kojique en tant qu'agent d'éclaircissement de la peau dans des produits cosmétiques jusqu'à 1% cette fois-ci. Ensuite, en ce qui concerne l'alpha-arbutine et l'arbutine, en 2015, le SCCS avait conclu que les 2 substances, lorsqu'elles sont utilisées dans des concentrations limitées, ne présentaient pas de risque pour les consommateurs, mais ils ont souligné que l'éventuelle utilisation combinée de ces 2 substances avec d'autres substances qui pourraient libérer de l'hydroquinone n'avait pas été évaluée et pourrait être source de préoccupation. En 2023, ils ont reconfirmé les précédentes conclusions, selon lesquelles l'alpha-arbutine était sûre dans les crèmes visage jusqu'à une concentration de 2%, et dans les lotions pour le corps jusqu'à une concentration de 0,5%, comme on le voit ici, et pour l'arbutine jusqu'à une concentration de 7% dans les crèmes visage. Ils ont conclu que l'exposition cumulée à ces 2 substances était sûre, mais ils ont tout de même insisté sur le fait que l'hydroquinone devrait rester aussi minime que possible dans les produits cosmétiques qui contiennent ces 2 ingrédients et ne devrait jamais dépasser la quantité de traces techniquement inévitables. Donc, tous ces avis scientifiques, ils ont été pris en compte et formalisés dans le règlement 2024-996, qui est donc applicable depuis le 1er février. Et les produits non conformes devront être retirés du marché au plus tard le 1er novembre. Depuis le 1er février toujours, on a également l'entrée en vigueur du règlement 2024-858, aussi appelé l'Omnibus Nano. Cet omnibus va découler de plusieurs avis du SCCS qui datent de 2021. Donc, en 2021, ces avis ont mis en avant le fait que les nanomatériaux que vous voyez en haut à droite et dont je vous épargne le nom pouvaient présenter un risque pour la santé des consommateurs lorsqu'ils sont utilisés dans des produits cosmétiques. Pour la majorité d'entre eux, le comité n'avait pas pu conclure quant à leur sécurité du fait d'un manque de données lors de l'évaluation. Et particulièrement pour les nanomatériaux de cuivre, ils se sont rendus compte qu'une absorption systémique des nanoparticules était possible et pourrait conduire à une accumulation de ces nanos dans plusieurs organes comme la rate ou le foie. Et en plus de ça, des éventuels effets immunotoxiques, néphrotoxiques. Donc, ça conduit à l'interdiction des nanos suivants dans les produits cosmétiques et donc de leur inclusion dans l'annexe 2. En revanche, pour l'hydroxyapatite nano, que vous voyez en bas de la diapo, en mars 2023, le SCCS avait adopté un avis en concluant que le nanomatériau était sans danger jusqu'à 10% dans les dentifrices et jusqu'à 0,465% dans les bains de bouche. Ces conclusions sont applicables seulement aux nanomatériaux hydroxyapatite nano qui présentent des caractéristiques particulières qui sont reprises dans l'annexe 3. En revanche, l'exposition par inhalation n'a pas pu être évaluée, donc ces conclusions ne s'appliquent pas aux produits qui pourraient conduire à une exposition des poumons du consommateur. Et dernière information concernant l'hydroxyapatite, on a un avis très récent qui date de mars 2025, un avis du SCCS qui a été publié et qui pourrait potentiellement venir alléger les restrictions pour ce nano. C'est à suivre. Hop, ah mince.
Euh, J'essaye de revenir sur la diapo précédente. Hop, j'y arrive pas. Euh, Pardon. Tac, ok. C'est bon, pardon. Donc on arrive aux restrictions qui sont à venir et qui ne sont pas déjà en vigueur. La première va concerner le 4-MBC, donc 4-méthylbenzylidène camphore. Il s'agit d'une substance qui a été autorisée en tant que filtre UV dans les produits cosmétiques à une concentration maximale de 4%. Sauf que compte tenu des éventuelles propriétés PE de l'ingrédient, la commission a mandaté le SCCS pour qu'il évalue sa sécurité. Et en avril 2022, le SCCS n'a pas pu conclure à l'innocuité de la substance car les informations qui lui avaient été communiquées étaient très limitées ou certaines étaient manquantes et les empêchaient notamment de conclure sur la génotoxicité potentielle de l'ingrédient. Ils avaient également des données laissant penser que l'ingrédient pouvait avoir des effets sur le système thyroïdien et œstrogénique et ils n'ont pas été en mesure de conclure à une concentration safe de cet ingrédient. Donc, le 4-MBC sera interdit dans les produits cosmétiques par le règlement 2024-996 à partir du 1er mai 2025. Et les produits qui contiennent cette substance devront être retirés du marché au plus tard le 1er mai 2026. Hop. Alors, en septembre 2025, nous aurons l'entrée en vigueur de l'Omnibus 7. Donc, c'est un règlement qui va incorporer les substances classées CMR par l'ATP 21 du règlement CLP dans le règlement cosmétique européen. Parmi toutes les substances classées CMR, aucune n'a été défendue par l'industrie cosmétique car il semblerait qu'elles ne soient pas utilisées. Elles seront donc toutes incluses dans l'annexe 2, c'est-à-dire l'annexe des substances interdites du règlement cosmétique. Donc, parmi ces substances CMR, il y avait 2 ingrédients qui étaient utilisés en cosmétique seulement, le TPO et le diméthyltolulamine, qui étaient carcinogènes 1B. Les produits non conformes, si vous en avez, devront être retirés du marché au plus tard le 1er septembre 2025. Et enfin, la dernière restriction prévue pour 2025 va concerner les dérivés de vitamine A, à savoir le rétinol, rétinylacétate et rétinylpalmitate. Ce sont des ingrédients qui, eux aussi, n'étaient pas réglementés par le règlement cosmétique et qui sont utilisés en tant qu'agent de conditionnement de la peau principalement. En 2016, le SCCS avait conclu que la vitamine A était sûre, mais que l'exposition globale de la population à la vitamine A pouvait dépasser l'apport maximal qui a été fixé par l'EFSA. Donc en 2022, ils ont révisé cet avis sur la vitamine A et ont conclu que sa présence dans les produits cosmétiques pouvait être sûre jusqu'à 0,05% d'équivalent rétinol dans les lotions pour le corps et 0,3% d'équivalent rétinol dans les autres produits sans rinçage et à rincer. Ils ont ajouté que bien que l'apport de vitamine A contenu dans les produits cosmétiques à l'exposition globale à la vitamine A soit faible, elle pouvait être source de préoccupation pour les consommateurs les plus exposés, notamment via l'alimentation ou les compléments alimentaires. C'est pourquoi nous avons à présent une restriction de l'utilisation des dérivés de vitamine A aux concentrations que je vous ai citées, mais en plus de ça, un avertissement à l'attention des consommateurs déjà exposés sera posé sur les produits. Cette restriction est applicable dès le 1er novembre et les produits non conformes devront être retirés du marché dès le 1er mai 2027. Quelques restrictions à anticiper. La première que je vous ai citée, donc c'est non exhaustif, hein, il y en a évidemment énormément, mais la première à laquelle j'ai pensé est celle de l'entrée en vigueur de l'Omnibus 8 sur les CMR. Donc ce projet de règlement, il est basé sur l'ATP 22 et sera applicable à partir du 1er mai 26. Il proposera donc l'interdiction des substances classées CMR, c'est-à-dire l'inclusion dans l'annexe 2 du règlement, et comprendra a priori des dispositions spécifiques pour l'exylsalicylate, l'argent et l'OPP, suite aux évaluations du SCCS pour ces substances. Je vous ai mis ici des restrictions proposées dans la version préliminaire du projet
On ne sait pas si ce seront les restrictions finales. Il faudra attendre la version finale du projet. Ok. Ok, c'est bon. Donc ça, c'est une question qui a été posée à plusieurs reprises. C'était la restriction concernant l'huile d'arbre à thé, autrement dit la Melaleuca alternifolia leaf oil, qui actuellement n'est pas réglementée par le règlement cosmétique, mais qui est utilisée dans de nombreux produits. Le SCCS avait déjà évalué la sécurité de l'ingrédient en 2004 et en 2008 et avait conclu qu'il s'agissait d'un sensibilisant et irritant pour la peau et les yeux. Ils n'avaient pas été en mesure de calculer une marge de sécurité, donc une concentration safe pour les produits cosmétiques. Mais jusque-là, rien de plus. Sauf qu'en 2024, le Comité européen d'évaluation des risques de l'ECA, donc le RAC, avait émis un avis recommandant notamment une classification de cette huile comme reprotoxique de catégorie 1B. Et comme vous le savez, l'article 15 du RCE stipule que l'utilisation dans des produits cosmétiques de substances classées comme CMR 1B ou 1A au règlement CLP est interdite. En fait, elles peuvent être utilisées exceptionnellement dans les produits cosmétiques sous certaines conditions, dont l'une d'elles est qu'elles aient été évaluées et jugées sûres par le SCCS pour leur usage particulier dans les produits cosmétiques. Donc, au mois d'août de la même année, mois d'août 2024, la Commission avait reçu un dossier qui visait à défendre la sécurité d'utilisation de l'huile de titri en tant qu'ingrédient ayant une fonction antiséborique et antimicrobienne dans les produits cosmétiques, à rincer et sans rinçage, conformément à l'article 15 que je vous ai cité. La Commission a donc demandé au SCCS d'effectuer une évaluation de la sécurité de cet ingrédient sur la base des informations fournies. Le mandat avait été accepté en octobre 2024 et l'avis aurait déjà dû être rendu. Donc, on espère recevoir l'avis du SCCS très prochainement, peut-être demain ou dans les prochaines semaines. Et enfin, quelques exemples de restrictions à suivre de près. Donc, la première va concerner l'héliotropine, qui est une substance présente dans certaines huiles essentielles qui serait classée reprotoxique 1B. Une demande de dérogation pour son usage en cosmétique sera soumise en juin 2025 pour un amendement prévu du règlement cosmétique en 2026 ou 2027. Ensuite, nous avons le talc qui serait classé carcinogène 1B. Pour cet ingrédient, en revanche, il n'y a pas de demande de dérogation qui a été prévue, étant donné qu'il semblerait que l'ingrédient ne soit plus vraiment utilisé en cosmétique. Et donc, un amendement du RCE est prévu pour 2026-2027 également. Et enfin, une restriction qui est assez suivie, celle concernant le paracimène. Donc, le pécimène, c'est une substance qu'on retrouve dans de très nombreuses huiles essentielles et qui serait classée reprotoxique 1B. Bien qu'il n'y ait pas de demande de dérogation prévue, une demande d'avis du SCCS sur la sécurité de la substance sera faite en 2025 ou 2026. Cette substance est également défendue par l'IFRA. Donc, il reste à savoir si la substance sera interdite en tant que telle ou si elle pourrait éventuellement être autorisée lorsqu'elle provient de substances naturelles comme les huiles essentielles. Et dans ce cas-là, elle devrait être évaluée au cas par cas lors de l'évaluation de la sécurité du produit. Dans tous les cas, l'amendement du règlement est prévu pour 2027 ou 2028. Hop, ah. Et voilà, je vous ai juste mis ici un aperçu des dernières évaluations et opinions du SCCS en cours. Je vous invite à consulter les avis et les mandats du SCCS directement sur le site de la commission pour un peu plus de détails. Et c'en est fini pour moi. Je laisse la parole à Cécile. Oui. Alors, est-ce qu'au niveau... Tu m'as... Ouais, vas-y. Ouais, j'ai cédé le contrôle. Okay. Moi, je te l'ai donné, Cécile. Super, merci. Alors, donc, de mon côté, moi, je vais vous parler des allégations, c'est-à-dire donc, de la communication que l'on peut faire autour des produits cosmétiques. Et donc, vous avez bien compris que mon petit Pinocchio, c'est pas que ma partie sera mensongère, mais c'est plutôt pour expliquer ce qu'on peut dire ou ne pas dire
et surtout sous quelles conditions afin de ne pas émettre justement des allégations mensongères. Alors, tout d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet vraiment des allégations et de leur justification, comment est définie une allégation? L'RPP propose une définition assez claire en précisant qu'une allégation donc est définie comme toute revendication, indication ou présentation utilisée pour la publicité d'un produit, que toute allégation doit être véridique, claire, loyale, objective et ne doit pas être de nature à induire en erreur. Les allégations sont aussi bien sûr encadrées par le règlement 1223/2009 relatif aux produits cosmétiques, qui mentionne bien que les allégations doivent respecter les critères communs que l'on va voir dans la slide suivante et qui apparaissent dans le second règlement indispensable à la compréhension du contexte réglementaire des allégations, qui est le fameux règlement des critères communs 655/2013. Et dans le jour aussi du 22/12/2009, il est important de retenir qu'il avait bien été écrit que le consommateur devrait être protégé des allégations trompeuses, ainsi qu'un rappel du respect des critères communs. Je vois qu'il y a un problème sur ma slide, c'était pas du tout celle-ci que j'étais en train d'expliquer. Pourquoi ça fait ça? Excusez-moi. J'étais sur celle-là et je passe à celle-ci. Donc, concernant ce règlement 655/2013, le règlement, donc, c'est le règlement à prendre en compte afin de comprendre les 6 critères communs dans lesquels les allégations doivent s'inscrire. Donc, il faut retenir qu'il s'applique ce règlement à toute allégation, quel que soit le support ou le type d'outil de commercialisation utilisé, les fonctions du produit allégué et le public cible. Donc, peu importe ces éléments, les critères communs doivent s'appliquer. Donc, ces 6 critères communs qui sont premièrement la conformité avec la législation, donc être conforme avec la réglementation en vigueur, la véracité, les éléments probants, qui sont en fait les preuves des effets revendiqués, la sincérité, l'équité et le choix en connaissance de cause, qui est en fait le choix éclairé du consommateur, dont l'objectif donc de ces 6 critères communs est de garantir au consommateur un niveau élevé de protection, en particulier contre les allégations trompeuses, fournir un cadre européen aux entreprises et bien sûr aussi faciliter le contrôle des allégations par les autorités compétentes. Donc ici, j'ai voulu exposer un aperçu de la plupart des allégations phares utilisées pour les produits cosmétiques. Donc les allégations sang, l'allégation hydratation, l'allégation amincissement, cellulite, la chute des cheveux aussi pour les produits cheveux, les allégations environnementales dont on discutera plus tard, les allégations peau sensible, tout ce qui est relatif aussi aux allégations du naturel, les anti-âges, anti-rides, les notions d'hypoallergénique, etc. Donc cette slide, en fait, quand je clique, ça marche. Elle paraît un peu lourde, on va passer un petit peu de temps dessus. Donc en lien avec le cadre réglementaire qui régit les allégations, les autorités sont donc en mesure, vous avez compris, de demander à l'industriel des preuves des effets revendiqués. Donc des documents officiels existent afin d'être orientés, bien sûr. Donc on a les règlements qui régissent les produits cosmétiques avec le 1223/2009 et le 655/2013 dont je viens de parler. Le Technical Document des Cosmetic Claims, le Borderline Manual. On a aussi les recommandations de l'ERPP récentes, donc de la version 8. Donc, concernant le respect des critères communs, je vous propose en fait quelques exemples afin de bien comprendre la signification de chacun d'entre eux. Donc, concernant le premier critère commun, qui est donc la conformité à la réglementation, donc là, on comprend directement quand même la définition, donc être OK avec la réglementation en vigueur. On a l'exemple donc des revendications sans, qui sont bien sûr non autorisées lorsqu'elles concernent un ingrédient qui est interdit. Par exemple, la revendication sans corticoïdes, qui n'est pas autorisée puisque les corticoïdes sont interdits par la législation européenne sur les cosmétiques. Ensuite, on a la véracité. Donc, en cas de revendication relative à l'absence d'ingrédients, le produit ne doit pas contenir l'ingrédient concerné, par exemple. La revendication, par exemple, d'un sans formaldéhyde n'est pas autorisée si le produit contient un ingrédient qui libère du formaldéhyde, par exemple. Ensuite, les éléments probants, donc c'est-à-dire les preuves sur lesquelles s'appuient les allégations. Donc, les allégations relatives aux produits cosmétiques, qu'elles soient explicites ou implicites, doivent être fondées sur des éléments probants, adéquats et vérifiables.
Lorsque les allégations sont étayées par des études, celles-ci doivent concerner bien sûr le produit fini. Les méthodes doivent être correctement conçues dans le sens valable, fiable d'un point de vue scientifique et idéalement reproductible aussi, et doivent être conformes bien sûr à l'éthique. Par exemple, si une allégation attribue explicitement ou implicitement au produit fini des propriétés d'un de ses ingrédients, celui-ci donc devra se justifier par une concentration efficace de l'ingrédient dans le produit fini. Nous allons voir ça après dans les slides suivantes. Concernant la sincérité concerne les effets allégués d'un produit ne peuvent aller au-delà des effets démontrés par les preuves disponibles, et ça concerne aussi la notion de particularité qui n'en est pas une. Par exemple, le non testé sur les animaux, qui est utilisé souvent pour se démarquer de la concurrence ou faire vendre tout simplement, alors que cette allégation est interdite puisque c'est une obligation de la législation. La revendication sans parfum, par exemple, aussi, n'est pas autorisée lorsqu'un produit contient un ingrédient qui exerce une fonction parfumante, indépendamment bien sûr des autres fonctions possibles dans le produit. Ensuite, pour le critère commun qui est l'équité, donc ne pas dénigrer la concurrence et ni des ingrédients controversés, par exemple les revendications sans ou alors une signification similaire, ne sont pas autorisées quand elles impliquent un message dénigrant, notamment qu'elles reposent principalement sur une perception négative présumée sur la sécurité de l'ingrédient, notamment, ou un groupe d'ingrédients. Par exemple, certains parabènes sont sûrs lorsqu'ils sont utilisés conformément à la réglementation des cosmétiques, mais compte tenu du fait que tous les produits cosmétiques doivent être sûrs, la revendication sans parabènes n'est pas autorisée car elle dénigre en fait le groupe entier des parabènes. Et pour finir, le dernier critère commun qui est le choix en connaissance de cause, qui a pour objectif donc de permettre aux consommateurs de faire un choix éclairé. Les allégations doivent être claires et compréhensibles pour l'utilisateur du final moyen, qui signifie que les communications à caractère commercial doivent tenir compte de la capacité, si vous voulez, du public à comprendre, voire même interpréter ce que racontent les allégations. Par exemple, sans ingrédients d'origine animale dans des produits qui sont véganes. Ce type d'allégations sont autorisées et permet d'éclairer le choix du consommateur. Donc, on va passer à la slide d'après. Désolée, j'ai un problème entre ma flèche et mon clic de souris, je sais pas pourquoi. Ouais. Donc, avant toute chose, il faut bien comprendre que l'acceptabilité en fait d'une allégation doit être fondée sur le poids de la preuve, des éléments probants issus de l'ensemble des études, des données, des informations disponibles en fonction de la nature de l'allégation et des connaissances générales qu'en font les utilisateurs finaux. En gros, ne pas se contenter d'avoir un peu une preuve, j'ai envie de dire entre guillemets sous le coude, parce qu'en fait on n'a pas le choix, on n'en a pas d'autres, et puis aussi des fois pour d'autres critères, on peut pas mener d'autres tests, etc. Mais s'assurer, voilà, il est important de s'assurer de la pertinence, si vous voulez, de la preuve par rapport à ce que vous souhaitez revendiquer. Toute preuve ne sera pas forcément entendable et puis valide aux yeux des autorités. Donc, en termes de preuves à fournir, j'ai établi un niveau de robustesse qui va du niveau vert, donc le plus robuste, au niveau rouge, le moins robuste. Et le niveau orange, lui, se situe donc dans un niveau intermédiaire, dans le sens où parfois utilisé seul comme data, ça ne suffira pas en fait et devra être démontré par un test sur produit fini, en tout cas une preuve supplémentaire pour bien mettre en avant les effets démontrés sur un ingrédient, par exemple, qui se retrouve bien dans les résultats d'un test consommateur, c'est-à-dire vraiment ressenti par le consommateur, et donc plus pertinent et plus robuste aux yeux des autorités pour démontrer les allégations décrites. Donc maintenant, normalement, on va aborder vraiment dans le détail les typologies de tests. Je ne vais vraiment pas y arriver. Donc, il existe plusieurs types donc de justificatifs en fait. Donc, il existe les data précliniques, donc les tests in vitro, in vivo ou ex vivo donc chez l'animal, qui vont vraiment mettre en exergue le mécanisme d'action précis de l'ingrédient ou d'une synergie d'ingrédients, ou parfois, mais rarement, donc du produit fini. Mais celles-ci sont souvent jugées insuffisantes pour justifier d'une allégation et nécessitent d'être associées à d'autres preuves qu'on va voir juste ci-dessous. Donc, on aura les données de tests d'usage du produit,
Donc, il faut retenir que les données de TU, comme on dit, ou de test d'usage, sont des données d'auto-évaluation par questionnaire que remplit le consommateur. Donc, ce sont des tests qu'on appelle donc non objectifs. C'est vraiment de l'efficacité perçue. Donc, les TU sont des tests tout à fait acceptables, utilisables aux yeux des autorités afin de justifier une allégation. J'ai envie quand même de bien préciser, tout va dépendre des résultats du TU. Donc c'est pour ça que je souhaite mettre une alerte sur le fait que le TU est très bien à mener, mais en fonction des résultats, on ne pourra pas justifier une allégation, par exemple, qui présente un pourcentage inférieur à 80%. Généralement, les autorités peuvent vous challenger si on est en dessous de 80%, 70%, on n'est pas à l'aise pour justifier une allégation via le TU tout seul, en tout cas avec ce type de pourcentage. Et aussi, certaines allégations peuvent nécessiter tout de même une justification plus objective. Donc là, je rappelle, le TU, c'est non objectif, puisque c'est un ressenti, c'est une efficacité perçue. Pour certaines allégations, il est quand même encore plus intéressant d'avoir quelque chose de plus robuste et donc de passer sur un test qu'on appelle un test plus clinique, à proprement parler, avec donc au-delà du consommateur, si des données instrumentales sont associées à un test d'usage et qui viennent en plus confirmer l'effet revendiqué du TU avec des résultats significatifs, cela renforcera la preuve. Donc, on a déjà mis des exemples. On a les mesures du taux d'hydratation par cornéo, les mesures de la profondeur des rides par profilométrie, la couleur de la peau, la détermination du facteur de protection solaire. Et puis, j'ai mis en vert aussi sur la selle les allégations qui sont possibles suite à ce type de test. Et en parallèle, donc pour finir, sur cette slide, si on veut maximiser en fait la force des preuves, celles-ci peuvent être complétées par des données de la littérature scientifique, par une recherche bibliographique mettant en avant l'intérêt de certains ingrédients, venant confirmer l'effet revendiqué. Bien sûr, dans la mesure du possible, c'est-à-dire sous certaines conditions, avec des données extrapolables à l'allégation, une concentration similaire à celle présente dans le produit fini, une utilisation similaire en termes d'application aussi, topique ou pas, une population cible similaire, pour in fine utiliser des données qui se rapprochent le plus possible des conditions d'utilisation du produit. Donc, en conclusion, concernant l'étiquetage et la publicité, les allégations, donc interdiction d'attribuer à un produit des caractéristiques ou des fonctions qu'il ne possède pas. Les allégations doivent être conformes aux critères communs donc du règlement 655/2013. Et une chose importante qui n'est pas mentionnée dans mes slides précédentes, mais il y a bien une partie qui, dans le DIP, donc le dossier d'information produit du cosmétique, qui fait bien référence aux allégations où toutes les preuves des allégations revendiquées doivent apparaître, et notamment des exemples, donc des résultats des tests, puisque il y a quand même un impact direct entre allégation et statut du produit. Donc, dans l'idée, ne pas tromper le consommateur. Les allégations ne doivent pas être non conformes, sinon on peut être hors champ du cosmétique. Et si elles sont non justifiées, les autorités viendront vous taper sur les doigts. Donc, pour finir, il nous reste quelques slides. Je vais essayer d'accélérer un petit peu. Je vois qu'il est bientôt 16 heures. De faire un focus sur les actualités, sur les allégations, justement. Donc, les dernières actualités. Donc, pour certains produits, donc là, on est vraiment sur la notion du statut. Donc, pour certains produits, du fait de la fonction revendiquée, le statut cosmétique est remis en question. Donc, le sujet a été traité récemment là, par la Commission européenne, avec des discussions en cours qui concernent les produits pour le nettoyage des oreilles, par exemple, qui posent question, notamment sur la fonction qui reste exclusivement cosmétique, qui est destinée à nettoyer l'oreille externe, qui pourrait donc rentrer dans la définition du cosmétique. On a aussi les concentrés autobronzants, toujours en discussion, avec des préoccupations vis-à-vis de l'évaluation de la sécurité, oui, parce qu'il y a effectivement, ils peuvent être destinés à être mélangés à d'autres produits cosmétiques. On a le double usage aussi des cosmétiques et des biocides, donc qui est toujours en discussion. La France a indiqué que dans le cas des produits solaires et de produits anti-moustiques, les durées d'efficacité et fréquences d'application ne sont pas forcément compatibles. On a les produits destinés à estomper les tatouages aussi, qui ont une action blanchissante ou exfoliante, donc ça pourrait répondre à la définition réglementaire du cosmétique. On a les pâtes de contour ENE aussi, qui ont une fonction cosmétique là qui fait consensus, donc l'entrée devrait être ajoutée au manuel. Et à suivre dans les prochaines réunions donc, de la Commission européenne,
concernerait donc des produits contenant des prébiotiques, probiotiques, postbiotiques et d'autres types de produits comme les vernis sous forme de gel qui pourraient potentiellement rentrer donc dans le statut cosmétique. Alors ensuite, je vais vous parler aussi donc de la DGCCRF qui émet donc des priorités. Donc ici, elle concerne les allégations d'effets associés à des actifs fortement valorisants comme l'acide hyaluronique, vitamines, coenzyme Q10, collagène, et notamment des produits qui mentionnent la présence d'huile essentielle. Donc ils ont un certain regard par rapport à ça. La DGCCRF a partagé des données qui datent de novembre 2024, en précisant, après avoir visité 344 établissements, avoir détecté quand même un pourcentage assez important, 35%. Les établissements contrôlés ont présenté donc plusieurs anomalies avec une absence de justificatif, des tests non effectués sur le produit fini, des données non scientifiquement recevables, une absence de l'ingrédient bien en avant, une présence de composés odoriférants, par exemple d'origine non naturelle, malgré la présentation du produit. Toujours sur ces mêmes priorités de la DGCCRF, on continue, mais cette fois-ci sur les allégations qui tournent autour de l'environnement, parce que la DGCCRF essaye d'éviter tout ce qui est greenwashing, en lien aussi avec les nouvelles obligations issues de la loi AGEC. La DGCCRF a aussi partagé un pourcentage donc, de 36% des établissements avec des anomalies sur les allégations environnementales, 27% celles qui concernent vraiment les dispositions du Code de l'environnement, avec comme constat des présences d'allégations interdites du type biodégradable et respectueux de l'environnement, avec bien sûr des injonctions qui ont été rédigées, et puis aussi une présence de nombreuses allégations, tout ce qui est biologique ou naturel qui n'étaient pas justifiées et qui ont pu aussi mener à des sanctions financières. Ensuite, elle fait aussi un focus sur la conformité des produits solaires et des produits avec revendication de protection solaire principale. Les données de la DG mentionnent un pourcentage de 24% des établissements contrôlés qui ont présenté des anomalies, avec une présence de substances interdites, des ingrédients non indiqués, y compris les allergènes odoriférants sous l'étiquetage, une teneur en filtre UV supérieure au maximum autorisé et un filtre minéral aussi annoncé mais non détecté. Et pour finir, j'ai aussi repris certains constats de la DGCCRF d'un point de vue global, mais une présence de nombreuses mentions interdites, d'allégations environnementales fausses ou insuffisamment injustifiées, d'allégations dues avec hypoallergéniques qui sont fausses et des allégations des faits injustifiés donc dans la globalité. Des logos et allégations en lien avec le respect du milieu marin. Ils ont mentionné ça sur plusieurs de leurs supports. Effectivement, tout ce qui est respectueux de l'environnement, Ocean Respect, ils ont bien mentionné que c'était bien interdit. Les produits solaires présentés comme naturels aussi, alors que tous les produits ne contiennent pas un minimum donc de 95% pour respecter l'allégation d'ingrédients d'origine naturelle. Les produits solaires qui présentés comme contenant des ingrédients bio, alors que tous les ingrédients ne sont pas bio. Et des ingrédients aussi nobles présentés comme protégeant la peau du soleil sans justification. Voilà, j'en ai fini pour ma partie. Je leur repasse la main à Guillaume. Donc, oui, en conclusion, moi je voulais simplement souligner ce que j'ai déjà dit, à savoir que le monde du produit cosmétique aujourd'hui ne se résume plus véritablement au seul, en tout cas sur l'aspect réglementaire, hein, au seul respect du règlement 1223/2009 et puis des documents pris pour des textes pris pour son application. On voit que les préoccupations qui tournent autour de ces produits, qu'elles soient sanitaires ou plutôt valorisantes, impliquent j'allais dire, de s'ouvrir au monde. Enfin, en tout cas, de s'ouvrir à d'autres mondes réglementaires. Le lien avec le CLP dont on a parlé était déjà connu, mais il ne fait qu'être renforcé. C'est d'autant plus que on voit bien que les préoccupations liées aux impacts sanitaires des substances chimiques est de plus en plus important et conduit l'Union européenne à se doter de moyens de plus en plus importants. On est en train de travailler à une sorte d'évaluation commune entre toutes les
les agences d'évaluation, parce qu'on voit très bien que les travaux de l'ECA rejoignent ceux de l'EFSA. Enfin, et donc, il y a véritablement à la fois une réflexion de plus en plus poussée, et puis, comment dire, un renforcement assez important des restrictions, surtout que on peut pas toujours tout attendre de l'évaluateur du risque et que le gestionnaire doit être amené à prendre des décisions parfois dans des contextes d'incertitude. Et quand on prend des décisions dans un contexte d'incertitude, on est parfois amené en tant que gestionnaire à prendre des mesures un peu radicales d'interdiction. Donc, bref, tout ça pour vous dire qu'effectivement, il vous faut suivre ça de très très près. Et puis, si vous voulez vous développer euh, dans des sujets d'actualité, comme par exemple les préoccupations environnementales, qui sont encore une fois éminemment stratégiques, on voit que là aussi les conditions se renforcent, hein, avec des obligations de plus en plus précises, de plus en plus fournies. Euh, donc c'est un véritable challenge d'être en capacité de répondre à tout cela. Euh, déjà pour des grands groupes industriels, c'est loin d'être évident, et pour des petites entreprises, c'est clairement euh, c'est clairement un véritable défi. Donc voilà, nous sommes là aussi pour vous accompagner face à ces différents challenges, et donc voilà, n'hésitez pas à nous solliciter pour tous vos besoins réglementaires ou scientifiques. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. J'espère que on vous a appris pas mal de choses. J'espère qu'on vous a pas fait trop peur non plus par rapport à tout ça, parce que c'est vrai qu'il y avait quand même pas mal d'informations. Et puis, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin de journée, une excellente fin de semaine. Et puis, à bientôt pour un prochain webinaire. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.